Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Depuis quelques mois, les relations algéro-françaises traversent une crise diplomatique inédite et dans un climat marqué par un refroidissement sans précédent. Le président français Emmanuel Macron a présidé dans la nuit de mercredi à jeudi une réunion d'urgence à l'Élysée, entièrement consacrée à l'évolution de la crise diplomatique opposant Paris à Alger. Selon des sources gouvernementales françaises, cette rencontre nocturne a rassemblé plusieurs figures clés de l'exécutif, notamment le Premier ministre François Bayrou, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau et le ministre de la Justice Gérald Darmanin. Depuis près de 10 mois, la coopération bilatérale est quasiment gelée. Des diplomates ont été expulsés, des accords suspendus et l'octroi des visas officiels a été sévèrement restreint, révélant une crise profonde et inédite. Malgré un appel téléphonique entre Macron et Tebboune, mars dernier, salué à l'époque comme un signe de détente, qui a suivi la visite du ministre des Affaires étrangères français, M. Jean-Noël Barrot, début avril, en Algérie, sur invitation du chef de l'État, M. Abdelmadjid Tebboune. Le dialogue officiel est à l'arrêt, et même les discussions sur la question migratoire, longtemps épargnées, ont été affectées. Face à ce blocage, est-ce que la France tente de reprendre la main? L'Élysée souhaite éviter une rupture complète, conscient des enjeux stratégiques communs en matière de sécurité, d'économie et d'énergie. Toutefois, l'absence de signaux positifs en provenance d'Alger rend toute avancée incertaine. À ce stade, aucun calendrier de rencontre bilatérale n'est prévu et la crise semble s'installer dans la durée, risquant d'impacter durablement les relations entre les deux pays liés par une histoire complexe, des intérêts croisés, mais aussi par des divergences de plus en plus profondes. Jusqu'où ira cette crise entre Alger et Paris? Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Crise Algérie-France, Macron réunit en urgence ses ministres. C'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rached. Il est avec nous depuis Paris via Skype. Nazim Taleb, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci pour l'invitation, Nasser. Mes salutations à tous vos auditeurs et à l'équipe qui vous suit et qui vous soutient techniquement. Barakallahu fik. Merci beaucoup Nazim Taleb. Merci d'avoir accepté l'invitation. On a aussi le plaisir d'accueillir Mohamed Amzian Rahmoun, qui est représentant de Riposte International, une ONG qui défend les libertés et les droits de l'homme. Il est avec nous depuis Londres via Skype. Mohamed Amzian Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir. Bonsoir à votre invité. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Ah, on a un petit souci de Skype avec Mohamed Amzian Rahmoun. Merci Mohamed Amzian Rahmoun d'avoir accepté l'invitation. On va essayer de régler ça avec nos amis de la régie concernant donc la connexion avec Mohamed Amzian Rahmoun. Nazim Taleb, on va revenir bien sûr sur cette crise diplomatique qui dure depuis 10 mois entre Alger et Paris. On revient bien sûr sur cette information qui a été véhiculée véhiculée dans la presse française. On parle donc d'une réunion très tardive entre Emmanuel Macron et aussi quelques ministres, des ministres bien sûr clés dans son gouvernement. On parle du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, mais aussi du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, et du ministre de la Justice, Darmanin, et du Premier ministre, donc François
Bayrou. On n'a pas les images pour l'instant. On va vous montrer ces images dans cette émission, bien sûr. Mais quelle est votre réaction, Nazim Taleb? Qu'est-ce que cette réunion donc, nous indique et nous renseigne donc, par rapport à cette crise qu'il y a entre Alger et Paris? Nazim Taleb. Bon, je suis pas dans le secret des dieux, comme on dit dans cette expression. Il est vrai que si cette réunion a eu lieu, c'est peut-être également un problème franco-français. On sait que Emmanuel Macron et le président Tebboune voulaient plus de détente dans la relation déjà quand ils ont eu une conversation téléphonique. On sait que le ministre des Affaires étrangères s'est déplacé à Alger pour effectivement, suite à cette réunion téléphonique, pour détendre un petit peu l'atmosphère. Sauf qu'il y a un ministre, particulièrement M. Rotaillot, qui rame à contre-courant de la volonté apparente du moins du président Macron. Alors, certes, c'est pour des raisons purement électorales. On sait que M. Rotaillot est sur le flanc droit, voire extrême droit, pour collecter un maximum de voix, notamment de l'extrême droite. Et sa politique semble en tout cas contraire ou à l'opposé de ce qui est voulu par l'Élysée. Par ailleurs, on voit également des changements au niveau du régime algérien. Là, par exemple, il y a eu le remplacement de Nasser, comme ils appellent Salah Nasser el-Jinn, qui a été remplacé par Abdelkader el-Tourabi, comme on l'appelle, Général Hassan. Apparemment, l'affaire Sensal a pesé fortement dans la décision de comment a été traitée ou comment l'affaire Sensal a été, je dirais, mal traitée en Algérie. Je crois que le régime algérien ne s'attendait pas à une levée de bouclier aussi importante, notamment de la France et certains d'autres pays comme le Canada ou même Israël, mais je dirais derrière le rideau. Donc, cette crise, en tout cas, je crois qu'il y a une volonté des deux pays d'apaiser la situation, mais encore une fois, en France, on a un président qui est très affaibli, on va dire. Il n'a pas de majorité. Il est pratiquement sûr qu'il soit sortant en 2027. Par ailleurs, on a un régime vieillissant qui n'a plus le contrôle sur pratiquement aucun dossier, que ce soit avec la France, que ce soit sur la région du Sahel, où les choses empirent de jour en jour, et on voit malheureusement que l'Algérie est complètement absente. On voit également les visites du fils de général Haftar en Niger, qui a été invité. On voit le rôle de l'Algérie, tout simplement, qui est malheureusement de plus en plus effacé sur la scène aussi bien régionale qu'internationale. Et la non-invitation du président Tebboune en Russie en est l'exemple flagrant, par exemple. Très bien. Très, très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. On va revenir, bien sûr, sur ce que vous avez déclaré, Nazim Taleb, donc cette visite du fils du maréchal Haftar à Niamey, donc en Niger, mais aussi ce contexte diplomatique qui se complique par rapport donc, à notre pays, mais aussi aux pays voisins. On va revenir avec vous sur cette question aussi. Avant de prendre le Mohamed Damzian Rahmoun, je ne sais pas s'il est avec nous. Mohamed Damzian Rahmoun, est-ce que... Voilà, très bien. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Mohamed Damzian Rahmoun. Avant de vous donner la parole, d'abord on va regarder donc ces titres de la presse française concernant donc cette réunion qui a été tenue à l'Élysée par le président français Emmanuel Macron en présence donc de ministre de l'Intérieur français, Bruno Rotaillot, mais aussi le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, le ministre de la Justice, Gérard Darmanin,
et le Premier ministre, donc François Bayrou. Donc une réunion sur la crise, sur les relations entre la France et l'Algérie. C'est tenu donc ce mercredi à l'Élysée. Un deuxième titre aussi, nos amis de la régie, si c'est possible. Donc, non, il n'y a pas de deuxième titre. Réunion à l'Élysée, voilà, si, réunion à l'Élysée sur la crise, donc qui s'est tenue mercredi à l'Élysée, France-Algérie, Europe 1. Mohamed Amzian Rahmoun, la question est à vous, bien sûr. Pourquoi, d'après vous, il y a eu cette réunion tard, dans le soir, qui a été tenue donc par Emmanuel Macron à l'Élysée et en présence donc des ministres clés du gouvernement français. On parle du ministre de l'Intérieur, ministre de la Justice et le ministre des Affaires étrangères et le Premier ministre. Merci, Martin. J'ai un retour de voir. Est-ce que vous pouvez régler le problème? Ah, ok. On va essayer, nos amis de la régie, si vous pouvez régler donc ce retour. Oui. Je ne sais pas si vous m'entendez. Non, je vous entends parfaitement, mais juste le retour qui est un peu embarrassant quand je parle. On va lancer donc le soundbite one, nos amis de la régie. Cette petite vidéo, donc, juste pour expliquer donc cette crise, mais aussi cette réunion tenue à l'Élysée. Et espérons, on va régler le son avec notre invité. في خضم تعليق لكل أشكال التعاون بين باريس والجزائر، عقد اجتماع لمناقشة الأزمة بين البلدين ليلة الأربعاء في الإليزيه، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر حكومية فرنسية. المصادر أشارت إلى أن الاجتماع قد ضم الرئيس إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء فرانسوا بايرو ووزراء الخارجية والداخلية والعدل أيضا. ويذكر أن العلاقات بين فرنسا والجزائر قد تدهورت منذ نحو 10 أشهر وأدت إلى أزمة دبلوماسية غير مسبوقة، وقد ردد فيها الجانبان موظفين دبلوماسيين أو قاموا بطرد هؤلاء إضافة لاستدعاء سفيري البلدين وفرض قيود على حملة التأشيرات الدبلوماسية. هذا وكانت العلاقة بين البلدين قد توترت بعد تأييد ماكرون في 30 من يوليو العام الفائت خطة للحكم الذاتي تحت السيادة المغربية للصحراء الغربية. ويرى مراقبون أنه كان من الممكن الإبقاء على مستوى معين من التعاون في مجال الهجرة، خاصة مع سعي وزارة الداخلية الفرنسية لترحيل عشرات الجزائريين الصادرة بحقهم قرارات إبعاد رغم الخلافات. Voilà, donc un aperçu de cette crise qui est entre Alger et Paris. Mohamed Amzian Rahmoun. Oui, donc, pour ce qui est de cette relation très compliquée et complexe, comme vous le savez très bien, que la crise diplomatique a commencé justement après la reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental par la France. Et elle s'est détériorée petit à petit. Et à un moment donné, il y avait donc, si vous voulez, réchauffement des relations par la volonté des deux chefs d'État. Mais juste après, ça s'est encore redétérioré. Maintenant, nous sommes à 10 mois de crise. Mais je dirais tout simplement qu'il y a une nouvelle donne. C'est l'enlèvement de l'influenceur Amir DZ. Et bien sûr, de l'intervention de la justice française, qui est indépendante. La réunion qui s'est faite, on ne peut pas, si vous voulez, oublier ce détail. Aussi bien que la droite cherche un électorat ainsi que l'extrême droite, Retailleau en a profité, il s'est bien placé, il est bien positionné maintenant, mais n'empêche que la justice est indépendante. Est-ce que Macron peut arrêter la procédure? Non. Est-ce que le ministre de la Justice peut l'arrêter? Non. Donc, si vous voulez, cette histoire est très pendante. C'est-à-dire, même dans le traitement du dossier algérien, ils ne peuvent pas faire fi de cette affaire. Et maintenant, s'il y a des coupables du côté algérien, et s'il y a des vrais coupables, c'est-à-dire ils sont vraiment initiateurs de ce genre de tentative, ils doivent bien payer, soit au sein de la justice algérienne, tout simplement, ou ils doivent être livrés. Mais disons que s'ils vont payer au sein de la justice algérienne, ça peut être un réchauffement. Et puisque sinon, la situation est tellement si compliquée et que s'il n'y a pas des personnes qui vont être responsabilisées
dans cette affaire d'enlèvement et d'autres affaires d'enlèvement, il n'y a pas que celle-là, automatiquement, c'est la rupture diplomatique. Donc, autant, tout simplement, il faut qu'il y ait des personnes responsables bien définies et accusées. Ça, c'est juste pour clarifier. Et ce n'est pas le seul dossier. Il y a aussi le dossier des personnes qui doivent quitter le territoire français. Il y a aussi d'autres dossiers dont l'Algérie veut une collaboration française. Donc, il y a vraiment beaucoup de dossiers à traiter. Et bien sûr, les intérêts stratégiques. N'oublions pas que le Sahel, il n'y a pas que l'Algérie qui a des intérêts à ce que cette ceinture sécuritaire soit confortable. Il faudrait bien que des problèmes qui peuvent être engendrés par des groupuscules terroristes, etc., ne peuvent pas toucher négativement nos frontières et nos intérêts, mais la France aussi, il est de l'intérêt de la France de collaborer avec l'Algérie concernant cette ceinture. Donc il y a des intérêts sécuritaires stratégiques, c'est-à-dire qu'ils doivent s'inscrire à long terme, mais avec ce gel des relations pour l'instant, la collaboration ne peut pas se faire. Maintenant, je tiens à dire un autre détail qui est important. Cette réunion est très importante dans le contexte actuel. Parce que nous remarquons que le recul de l'Algérie dans certains pays, notamment ceux du Sahel, profite à d'autres pays. La Libye, donc le fils de Haftar, en visitant la Libye, ils sont en train de se projeter. Ils sont en train de se projeter, si vous voulez, dans le temps. Parce que pour eux, Tripoli ne va pas vraiment durer. D'autant plus que Tripoli s'est pris au piège des milices dont elle a, si vous voulez, été aidée à un moment donné. Maintenant, toutes ces milices peuvent se retourner contre elle. Donc, à n'importe quel moment, si elle tombe, ça ne peut être qu'en faveur de Haftar, quoique beaucoup veulent que la Libye soit scindée en deux. Comme ça va arranger tout le monde. Mais si Haftar, avec le soutien de la Russie et du jeu trouble de la Turquie et bien sûr des Émirats arabes unis et de l'Égypte, peut prendre tout le territoire libyen, il se projette. Donc il est de son intérêt d'avoir des relations avec le Niger, avec le Mali et même avec le Maroc, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il est urgent que le régime algérien se ressaisisse afin d'éviter, si vous voulez, qu'il va perdre beaucoup d'espace, surtout notamment dans les pays du Sahel. Très bien. On va revenir bien sûr sur cette visite, comme je l'ai dit, du fils du maréchal Haftar, donc au Niger. Nazim Taleb, jusqu'où ira cette crise entre Alger et Nazim Taleb? D'abord, on va écouter les déclarations du ministre des Affaires étrangères français, donc Jean-Noël Barrot, qui a dit que cette situation, ou cette relation, ou cette crise, on est donc dans une situation de blocage. On l'écoute. De l'ambassadeur de France en Algérie, il est reparti ou il est toujours à Paris? Il est toujours à Paris. Et il va y retourner? Écoutez, à ce stade, la situation est bloquée et c'est la responsabilité des autorités algériennes. Donc c'est pas prévu pour l'instant? À ce stade, ça n'est pas prévu. Ouais. Vous évoquez... Voilà, Nazim Taleb, la situation est bloquée et c'est la faute donc des autorités algériennes. Comment vous voyez donc l'évolution de cette crise, Nazim Taleb? Est-ce qu'on se dirige vers la rupture diplomatique? Vous avez parlé donc de Bruno Retailleau, qui a été élu donc président à la tête du parti Les Républicains. LR, et qu'on parle, les présidentielles sont donc dans 2 ans, en 2027, et aussi on dit que dans la presse française qu'il a beaucoup de chances d'être élu président de la République. Et là, ça va être encore plus compliqué que maintenant avec Macron. Comment vous voyez les choses évoluer, Nazim Taleb? Bon, pour moi, les choses vont se compliquer surtout pour le régime algérien. Alors, c'est sûr que personne ne souhaite une rupture diplomatique, ce serait une catastrophe pour les deux pays, notamment quand on sait qu'il y a une grosse communauté algérienne en France. Déjà, pour la France, l'Algérie reste un gros fournisseur de gaz et de pétrole. Donc, une rupture des relations diplomatiques avec une rupture des relations économiques va avoir un impact non négligeable
sur les deux pays. Mais je dirais que l'Algérie, son impact sera beaucoup plus dur parce qu'aujourd'hui, sur le gaz et le pétrole, il y a énormément de pays qui se positionnent comme substituts à l'Algérie, notamment le Qatar. Demain, ce sera peut-être le gaz russe avec la fin du conflit ukrainien. Bon, ça c'est bien sûr entre parenthèses. Mais il y a aussi le gaz américain, etc. Donc l'Algérie avec la baisse du dollar, la baisse du pétrole, demain la baisse du gaz, elle sera quand même très embêtée si cette relation perdure. Donc pour moi, en tout cas tout ce que je vois, c'est que l'Algérie n'a aucun intérêt à ce que ça dure. La France par contre, pour des raisons électoralistes, peut encore monter les enchères et ça peut être effectivement très préjudiciable pour l'Algérie sur plusieurs plans. On connaît les relations et les liens qui lient les deux pays, la France et l'Algérie, ne serait-ce que par la communauté qui y réside. Alors pour l'Algérie, moi sincèrement, même au sein du mouvement Rached, on estime que cet état de fait affaiblit le régime algérien. Et pour moi, c'est tant mieux parce que ce régime, il est honni par tout le monde apparemment, il n'y a pas que les Algériens. Ce régime, il est incapable d'avoir une vision stratégique parce que le problème du Sahel ne date pas d'hier. Le problème du Sahel date des années 90. Et l'Algérie, même si vous prenez les articles à l'époque, notamment une étude de l'IFRI qui a fait que alors, c'était pas prouvé, certes, mais il y avait même des hauts responsables maliens qui disaient qu'il y avait des DRS, les services de sécurité, qui étaient impliqués dans des groupes terroristes au Nord Mali. Même si on dit que c'est pas vrai, l'Algérie ne s'était vraiment pas impliquée dans ce dossier sahélien. J'en veux pour preuve, le nombre de visites de Bouteflika à l'époque en Afrique se monte à 0. Donc l'Algérie n'a jamais donner de l'importance à sa profondeur stratégique au niveau du Sud. Encore une fois, on paye les conséquences de cela. On paye également les conséquences de notre complicité de crimes quand on a ouvert le ciel aux avions français pour bombarder le Mali, et ça, le Mali ne l'a jamais pardonné. Donc, encore une fois, l'Algérie, c'est par ses actions, par son manque de vision stratégique, par son manque de stabilité politique, a fait que le rôle de l'Algérie, si on le compare par rapport aux années 70, a nettement reculé sur tous les fronts, mais notamment sur son front le plus proche, à savoir ses frontières avec la Libye, le Niger, le Mali, la Mauritanie, etc. L'avenir, je ne le connais pas, mais en tout cas, il s'annonce très sombre pour ce régime vieillissant qui n'est pas capable, et on le voit très très bien, qui est incapable de proposer des solutions pour une Algérie qui est forte, qui a une puissance régionale, et d'ailleurs c'est normalement le cas, elle devrait avoir cette puissance-là, et aujourd'hui c'est des frontières complètement poreuses. L'Algérie, le régime algérien a facilité la venue de la milice Wagner à l'époque. Et aujourd'hui, regardez ce qui se passe au Sahel. Vous avez les Russes, les Turcs, les Français, les Émiratis. Cette situation n'existait pas dans les années 90, malheureusement. Donc, le régime algérien a une grosse responsabilité dans ce qui se passe au Sahel. Mais Nazim Taleb, vous parlez de la responsabilité du régime algérien donc, concernant cette situation de crise que vit l'Algérie avec plusieurs pays en termes donc de relations diplomatiques. Mais du côté algérien, on accuse l'extrême droite. On va regarder ce petit reportage de l'ENTV et je reviens à vous juste après. تتعدد تساؤلات النخب الفرنسية عن تفاصيل صعود اليمين المتطرف ليس في حزب الجمهوريين اليميني المتطرف فحسب، بل حتى في شبكات التمويل المشبوهة وشعارات العداء والتطرف الذي يهدد قيم الجمهورية. C'est une dérive tragique. Qu'est-ce qui est une dérive? L'élection de Bruno Retailleau à sa tête? L'évolution de ce parti politique
que l'on appelait la droite républicaine. C'est en fait une droite réactionnaire, ultra-conservatrice, identitaire, qui fait la course avec le Rassemblement national. مشروع بريكليس الذي يقوده الملياردير إدوارد ستيرين لإيصال اليمين المتطرف إلى سدة الحكم يسيل الآن الكثير من الحبر، فهو تحالف للمال الفاسد مع الأيديولوجيا المتطرفة، وهو تفسير منطقي لما يحدث في ملفات الهوية الإسلاموفوبيا، تتزايد إذن ضد هذه الممارسات المتطرفة على وقع المال الفاسد والمعتقدات الرجعية. Voilà, donc du côté de l'Algérie, Nazim Taleb, le responsable donc de cette crise, est très clair pour la vision algérienne. C'est Bruno Retailleau, c'est l'extrême droite. Très rapidement par rapport à cette question. Une fois on parle de la montée de l'extrême droite, certes, effectivement, il peut y avoir des visions très tranchées, très condescendantes, voire racistes, ça on ne le conteste pas. Mais encore une fois, la crise ne date pas d'hier. Comme je vous l'ai expliqué, la crise du Sahel date dans les années 90, mais ça s'est amplifié depuis 2001 notamment. Et l'Algérie, elle a été complètement absente quand on voit, par exemple, même à l'époque, quand il y avait le CEMOC, l'Algérie avait alloué, je crois, pas plus de 10 millions de dollars pour combattre les groupes terroristes. Donc, encore une fois, l'Algérie ne s'est jamais impliquée dans ce dossier. C'est juste pour vous dire que le dossier français, notamment la montée de l'extrême droite et la dégradation des relations avec l'Algérie, aussi montre que si cette extrême droite peut s'attaquer à l'Algérie aussi facilement, parce que l'Algérie aussi est faible, et on revient à dire qu'on a en face un régime complètement vieillissant. Regardez juste la Chine et les États-Unis. Les États-Unis, ils ont fait 145% de taux de douane, etc. La Chine, parce qu'elle a gagné en puissance depuis 20 ans, 30 ans, elle a pu rétorquer. Et Trump, avec toute cette vision de l'homme blanc et sa supériorité, ben, il a dû rebrousser chemin. Si l'Algérie, on avait construit un pays fort, intégré, économiquement viable, politiquement stable, avec des institutions fortes, ben, l'extrême droite, y compris l'extrême droite, aurait réfléchi à 2 fois avant de traiter l'Algérie comme elle la traite aujourd'hui. Très bien. Restez avec nous, Nazim Taleb. Mohamed Amzian Rahmoun, la question est à vous. Bien sûr, si vous voulez rebondir par rapport à ce qui a été dit, il n'y a pas de souci. Mais aussi la question donc de la montée de l'extrême droite, vue du côté donc algérien, la cause pour l'Algérie, donc c'est l'extrême droite, c'est Bruno Retailleau, c'est eux qui compliquent cette relation entre Alger et Paris. Votre réaction ? La relation est déjà compliquée. Certainement que plusieurs fois on a dit que l'extrême droite et la droite, malheureusement, a viré vers le discours de l'extrême droite, a ciblé l'immigration algérienne, notamment, mais aussi avec les erreurs du régime algérien. Maintenant, ils ont aussi de quoi cibler le régime algérien. Et pour la petite vidéo que vous avez montrée, il se trouve que, juste pour, c'est une parenthèse, mais elle est importante, c'est qu'il parle d'islamophobie. Encore, le régime algérien veut maintenant essayer d'attirer l'attention des autres pour dire qu'ils sont même l'extrême droite et la droite vise, si vous voulez, l'islam. Mais ils sont toujours dans cette logique, eux aussi, de pointer du doigt un ennemi pour conforter leur thèse que tous les maux de l'Algérie, c'est l'extrême droite, alors que c'est faux. Le régime algérien a commis des erreurs, il doit les admettre, il doit les corriger. Pour ce qui est de l'extrême droite, je tiens à signaler un fait, c'est juste pour alerter l'opinion. Même Hitler a été financé à un moment donné par Rockefeller. Les financements, et en plus, c'était vraiment, si vous voulez, la sommité de l'extrême, c'était le nazisme, la supériorité d'une race, c'était la race germanique, etc. Il y a toujours des financements de l'extrême droite.
Mais bien sûr, il faut voir le projet économique. La droite, en général, arrange les riches. Elle arrange les riches dans la taxation, si vous voulez, les gains, etc. Donc, quelque part, même en France, il y a beaucoup de ceux qui ont des capitaux, ils les arrangent d'avoir la droite, disons la droite, pas l'extrême droite, parce que la droite veut glaner dans l'électorat d'extrême droite. C'est pour ça que vous allez trouver Retailleau est en train, si vous voulez, de faire un discours qui va plaire non seulement à la droite, mais aussi à l'extrême droite, notamment en ciblant l'immigration, pas uniquement algérienne, mais notamment algérienne, en ciblant, si vous voulez, les frères musulmans par l'entrisme, etc., et ainsi de suite. Donc, ils doivent à tout prix glaner, si vous voulez, essayer d'avoir le maximum d'électorat en vue d'une échéance électorale qui est la présidentielle. Maintenant, comme je l'ai dit, je répète, le régime algérien a tort. La France est un pays souverain. Ils sont orientés vers la droite et l'extrême droite. Nous avons en Algérie notre propre extrême droite. C'est les arabo-ba'athistes qui utilisent l'islam. Ils développent un racisme extraordinaire. Qu'a fait le régime algérien pour tout simplement que ce genre de groupe et de groupuscules ne puisse pas, si vous voulez, envenimer la situation politique algérienne ou tout simplement l'espace médiatique algérien. Et ils doivent en faire en sorte aussi de se soucier de notre extrême droite. C'est pour ça que nous, militants des droits de l'homme, nous croyons que la transition démocratique, c'est celle qui pourrait ramener la stabilité à l'Algérie, tenant compte de toutes les différences, tenant compte des aspirations de la jeunesse algérienne et du peuple algérien en général. Sinon, c'est aussi, si vous voulez, sinon permettre aussi, avec tout ce climat international qui s'opère, notamment en Europe, parce que nous sommes très proches de l'Europe, aux États-Unis, donc nous serons, et aussi en Russie, parce que ce que les gens peut-être oublient, c'est que même le nouveau tsar de Russie, Poutine, est aussi inscrit dans cette tendance à la droitisation, si vous voulez. Lui aussi, il utilise la religion à des fins politiques. C'est un régime qui arrange, si vous voulez, une certaine fraction de la société, c'est celle des riches toujours, une certaine bourgeoisie. Vous allez trouver des similitudes un peu partout dans le monde avec ces droites et ces extrêmes droites. Et c'est la même chose en Algérie. Il y a l'arrangement de la bourgeoisie nationale, il y a une certaine clientèle qui tourne autour du régime, mais le problème, c'est où va l'Algérie? Quel est l'intérêt du peuple algérien, de ces classes laborieuses, de toute cette personne qui aspire à vivre dignement dans leur pays? La question que vous avez posée, Mohamed Amzian Rahmoun, elle est très importante. Où va l'Algérie? Puisqu'on va parler aussi de cette question, de cette visite au Niger du fils du maréchal Haftar. On va donc vous montrer ce titre, le Jeune Afrique, qui a titré au Niger le général Haftar, le général libyen Saddam Haftar reçu par les autorités. Le fils du maréchal Haftar, qui dirige l'armée de libération nationale au pouvoir dans l'est de la Libye, était en visite à Niamey. Donc le 23 mai, la région frontalière abrite des groupes rebelles hostiles à la junte nigérienne. On va regarder donc cette photo aussi. Voilà, vous êtes en train de voir donc ce jeudi le 22 mai, j'ai reçu une importante délégation libyenne conduite par le général Saddam Haftar. Cette rencontre s'est déroulée en présence de plusieurs membres du gouvernement, notamment les ministres de l'Intérieur, du pétrole, de l'agriculture et celui délégué aux finances. Voilà, donc Ali Mahaman Lamine Zeyn, le Premier ministre du Niger. Je reviens à vous, Mohamed Amzian Rahmoun. Yani, cette visite soulève beaucoup de questions, Monsieur Rahmoun. Yani, c'est d'abord la situation que vit notre pays, cette situation chrysogène, surtout quand il s'agit donc des relations diplomatiques. Comment peut-on la lire, donc, cette visite, c'est Rahmoun? Moi, je pense que la Libye de Haftar, si vous voulez, et de la famille Haftar, si on peut dire ceci ainsi, est en train de se projeter. La réunion, cette visite, officiellement, il s'agit, si vous voulez, des accords sécuritaires. Mais en fait, pour ma part, je trouve qu'ils se projettent parce qu'ils sont en position de force, vu ce qu'est en train de vivre Tripoli.
et les soutiens qu'a justement le Haftar le père de par la Russie, ou même la Turquie, les Émirats arabes unis et bien sûr l'Égypte. Donc tous ces soutiens le mettent dans une position de force et donc il peut rêver tout simplement qu'il y aurait une Libye unifiée toujours, où ça peut être pas, il peut tout simplement ne pas être le président, mais n'empêche que l'armée est entre les mains des Haftar. De ce fait, il est important sur le plan stratégique dès maintenant de s'ouvrir. N'oublions pas que la Libye est un pays énergétique. Il a un potentiel énergétique incroyable. Donc, il ne faut jamais oublier cette donne. Que même si la Libye se stabilise, il pourrait rapidement, si vous voulez, disons, retrouver une situation économique confortable. Voilà. Donc, pour moi, cette visite, ou toute visite qui pourrait être faite par la Libye, donc dans les pays du Sahel ou même ailleurs, il se projette, si vous voulez, pour l'après-crise. Mais quel impact, très rapidement, sur notre pays, Mohamed Rahmoun, quel impact sur le pays? On sait que l'Algérie a des problèmes avec les pays du Sahel, dont le Niger, le Mali, le Burkina Faso, mais aussi avec Haftar lui-même, le père donc de ce Saddam Haftar, qui a été reçu donc au Niger. Oui, certainement, mais tant que la Russie, parce que vous savez, maintenant l'Algérie est obligée de changer pas mal, je pense. Le régime algérien doit changer pas mal d'éléments en son sein pour qu'il puisse rebondir, si vous voulez. Mais n'empêche que je répète, le régime algérien a atteint sa limite. La politique qu'il a menée pendant des années ne peut plus être adaptable au monde que nous vivons actuellement. Mais n'empêche, il serait très sage et intelligent de ralentir un tant soit peu l'hémorragie. L'essentiel dans le cas libyen, n'oublions pas que les soutiens les plus importants, c'est la Russie et l'Égypte. Ce sont les soutiens les plus importants. Et il se trouve que l'Algérie entretient des relations quand même assez bonnes avec l'Égypte. Et aussi, je ne dirais pas qu'elles sont assez bonnes avec la Russie, mais quand même, nous achetons des armements, il y a des relations. Donc, même si Haftar prend le pouvoir, il y aura toujours à espérer du côté algérien qu'il y aura des médiations entre le nouveau régime libyen, si c'est Haftar qui va le prendre, il faut mettre cette probabilité. Actuellement, il est en position de force. Et bien sûr, il y aura des médiations russo-égyptiennes avec Haftar, quoiqu'il y aura toujours si vous voulez, des forces qui ne voudraient pas qu'il y ait parce que déstabiliser, si vous voulez, les frontières algériennes, certains, effectivement, pourraient toujours, est-il, vouloir déstabiliser les frontières parce que tant qu'il n'y a pas des crises qui seront arrangées entre la Libye, le Nigeria, l'Algérie, le Mali, il faudrait donc essayer de déverrouiller toutes ces crises pour qu'il y aurait une stabilité. Donc, sur le plan libyen, la médiation russo-égyptienne pourrait jouer en faveur du régime algérien. Très bien. Vous avez dit déverrouiller donc toutes ces crises, et bien sûr, Chingriha, Saïd Chingriha, le chef d'état-major, a parlé donc de ces défis sécuritaires, mais aussi préserver l'intégrité territoriale de l'Algérie, d'après donc ses dires. On l'écoute. التصدي للحملات المغرضة التي تستهدف الإضرار بصورة الجزائر واجب على كل وطني غيور على وطنه، ولن يتأتى ذلك إلا من خلال التحلي بأعلى درجة الوعي واليقظة والالتزام الوطني والسهر على إحباط كافة هذه المخططات الدنية التي تستهدف أمن واستقرار بلادنا ووحدتها الترابية والشعبية. Voilà, donc Saïd Chingriha.
Nazim Taleb, Saad Ginghriha parle bien sûr des complots qui visent la stabilité de l'Algérie, la sécurité de l'Algérie. Vous avez touché un mot par rapport donc à la situation, surtout dans la région du Sahel. L'Algérie a des problèmes avec les pays du Sahel, dont le Niger, le Mali et le Burkina Faso. Quand on voit le fils du maréchal Haftar qui se rend en visite donc à Niamey, au Niger, qu'est-ce que cela nous renseigne sur la sécurité de notre pays, sur l'intégrité territoriale de l'Algérie, Nazim Taleb. Mais est-ce que d'un côté aussi, Saad Ginghriha a raison de parler de ces défis sécuritaires? Bon, il y a plusieurs points quand même dans votre question, donc j'essaierai essayons d'être méthodique. Alors, le premier point, c'est que l'étau se resserre sur l'Algérie. Qui aurait imaginé, il y a ne serait-ce 5, 6 ans, 10 ans, qu'il y aurait des attaques proches de nos frontières, voire qui ont dépassé de quelques kilomètres nos frontières à Tinzawatin, etc. Donc, le défi sécuritaire existe. Il est certain. Vous avez aujourd'hui la volonté des puissants, par le biais de leurs relais, notamment les Émirats, l'Égypte et d'autres pays, et là je ne suis pas forcément d'accord avec votre invité, quand il dit que demain, si Haftar passe, l'Algérie pourra avoir un lien avec l'Égypte pour... Non, parce que les Émirats aujourd'hui, leur volonté première, c'est de morceler cette région, comme ils l'ont fait au Soudan, comme ils ont détruit le Yémen, ce qu'ils ont fait en Égypte suite au coup d'État qui a été fait par Sisi, et toutes les guerres qu'ils sont en train d'entretenir, y compris au Sahel. Cette région, aujourd'hui, dispose de ressources minières, pétrolifères et gazières importantes, avec une instabilité politique qui est criante, notamment au niveau du Burkina Faso, Mali, Niger. C'est des États très très faibles, pour ne pas dire inexistants. La preuve, on va d'un coup militaire vers un autre coup militaire. Et l'objectif, c'est de mettre la main dessus. D'ailleurs, il y a eu énormément de rapports qui disaient que les Émirats arabes unis exploitent l'or malien pour l'exporter via les Émirats vers l'Inde. Donc, aujourd'hui, rien ne nous empêche de penser que l'Algérie fait partie de cette cible-là. L'Algérie, quand bien même, c'est un État militaire, mais ça reste un pays, un État avec une armée bien équipée, un État qui est fort, mais qui est un peu trop fort pour certains, avec une surface qui est la 10e au monde, avec des ressources également minières et gazières et pétrolifères importantes. Donc, rien ne nous empêche de penser que le morcellement de l'Algérie ne fait pas partie des visées de ces États, encore une fois, qui sont juste des larbins de grandes puissances, comme les États-Unis, comme certains pays européens, ou bien même la Russie, même si la Russie, c'est pour un autre objectif, qui n'est pas forcément impérial. Deuxième point, c'est quand Ginghriha parle de mobiliser les Algériens, sauf que les Algériens, on les mobilise quand ils servent de chair à canon. Les Algériens, on ne les a jamais consultés sur les choix stratégiques de l'Algérie, sur les choix économiques de l'Algérie, sur les choix politiques de l'Algérie, mais quand on est entouré de menaces, là on parle de la solidarité nationale, il faut faire attention, etc. Sauf que les Algériens ne veulent pas, moi je le crois foncièrement que les Algériens ne veulent pas s'engager pour ce régime, parce que ce régime, c'est lui, la cause première. Donc quand ils parlent de complot, le plus gros complot, c'est pas l'étranger. Certes, ils vont comploter pour l'Algérie, mais le plus gros complot, c'est eux. C'est ces généraux qui ont, pendant des années, notamment les années 90, 2000, 2010, qui ont utilisé cette frontière. Et regardez les articles qui ont
qui ont parlé de ça, pour l'utiliser à des fins soit de trafic de drogue, soit de trafic de cigarettes, soit en infiltrant ou en créant des groupes armés pour déstabiliser la région, pour plusieurs raisons, on n'a pas le temps d'en parler. Et donc, c'est eux le complot, c'est eux qui ont affaibli le rôle de l'Algérie. Et si on est dans cette situation, c'est à cause de ce régime militaire qui malheureusement n'offre aucune visibilité, n'a jamais eu, du moins depuis le coup d'État de 91, quand il s'est concentré sur tuer et dans l'œuf tout essor démocratique en Algérie, toute voix dissonante. Et en fait, l'Algérie, depuis 90, son rôle n'arrête pas de diminuer parce que on s'est concentré sur l'opposition, sur ceux qui critiquent le régime, c'est ceux qui veulent un changement au régime, et on a négligé tout ce qui se passait autour de nous, et aujourd'hui, on paye les pots cassés. Très bien. Très rapidement, Mohamed Amziane Rahmoul, qu'est-ce que vous en pensez donc de l'analyse de Nazim Taleb qui dit que le complot, le vrai complot ou le complot réel, donc c'est ce régime, alors qu'on a entendu donc les paroles de Saïd Chingriha, le chef d'état-major, qui a soulevé et souligné donc les défis sécuritaires donc qui visent notre pays. Qu'est-ce que vous en pensez, très rapidement? Moi, je pense que c'est clair que les erreurs qui sont à l'origine, dont le régime algérien est responsable, c'est ça l'origine de toute cette situation, surtout sécuritaire et pas que sécuritaire, sur le plan des droits de l'homme et des libertés, et même sur le plan des initiatives économiques. Mais juste pour rebondir, j'ai analysé qu'est-ce que peut faire le régime algérien au cas où Haftar va prendre le pouvoir. J'ai dit que c'est une médiation probablement russo-égyptienne qui pourrait être utilisée. Je ne suis pas en train de dire que ça va être ainsi, mais c'est probable. Okay. Maintenant, pour ce qui est du rôle des Émiratis, c'est clair que les Émiratis sont en train de se placer un peu partout, mais ce n'est pas que les Émiratis. Il y a aussi les États-Unis, il y a la Turquie, il y a la Russie, etc. Et un pays qui est fort ne peut pas être émoncelé. Et le régime algérien doit tout simplement faire confiance à sa population. Il doit réfléchir à la transition démocratique, réellement démocratique. Et bien sûr, la démocratie doit être protégée parce que certaines forces cherchent toujours à utiliser la démocratie pour atteindre le pouvoir afin de terminer avec la démocratie, de la détruire complètement. Ce n'est qu'un outil d'aller au pouvoir. Merci. Merci beaucoup, Mohamed Amziane Rahmoul. Merci d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes représentant de Riposte International, une ONG qui défend les libertés et les droits de l'homme. Merci à vous. Merci aussi à Nazim Taleb, membre du secrétariat de Rachel. Vous étiez avec nous depuis Paris via Skype. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Yatikum saha, bqaw ala khair.